Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Jean-Marc Lemaître, l'auteur de Guérir la vieillesse aux éditions Humaine Science. Alors c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que pour vieillir en bonne santé, il est important d'avoir une routine de vie équilibrée qui demande de bien bouger, bien se nourrir, bien dormir, bien respirer et bien gérer son stress. Jusqu'ici, pas de miracle. C'était sans compter les travaux d'explorateurs scientifiques passionnés par les questions liées à l'augmentation de l'espérance de vie et au recul du vieillissement. Et si les portes de la jeunesse éternelle s'ouvraient à nous dans un avenir proche ? Et si un traitement préventif nous permettait de gagner 30% d'espérance de vie en bonne santé ? Et si la vieillesse était une maladie dont on pouvait guérir ? Pour tout comprendre du vieillissement et des processus pour le ralentir, voire même l'enrayer, nous recevons Jean-Marc Lemaître, l'auteur de Guérir le vieillissement aux éditions Humaine Science. Jean-Marc Lemaître est directeur de recherche à l'INSERM. Il co-dirige l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier. Son équipe s'intéresse depuis 2006 aux mécanismes du vieillissement. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Jean-Marc Lemaître, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quelles sont les causes du vieillissement ? Alors, depuis que je travaille dans ce domaine, je dis et je répète régulièrement que si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent. Et aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, il y a un consensus qui s'est établi dans la communauté scientifique qui indique qu'on peut identifier comment nos cellules vieillissent et en identifier des marques que l'on peut suivre et on peut en conséquence suivre l'évolution de ce vieillissement au niveau de nos cellules. Nos cellules qui vieillissent, elles peuvent soit, à l'issue de différents stress, entrer dans un état qu'on appelle la sénescence cellulaire, ou petit à petit changer un petit peu leur fonctionnement. Ce fonctionnement s'altère et on s'aperçoit que nos cellules se déprogramment. Et je pourrais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça signifie. Donc en fait, dans nos tissus qui vieillissent, on a en gros deux types de cellules. Des cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge et puis des cellules qui se déprogramment. Et aujourd'hui, ce sont deux grandes pistes de recherche. Alors comment êtes-vous arrivé à envisager le vieillissement comme une maladie ? Alors en fait, quand on travaille sur le vieillissement de nos cellules, eh bien on s'aperçoit que parmi ces marques qu'on peut suivre, lorsqu'on s'adresse aux pathologies qui sont liées à l'âge, et il y en a un certain nombre, on les connaît, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. Quand on regarde au niveau des tissus qui sont sièges de ces pathologies liées à l'âge, eh bien ces marques, on les rencontre. On voit qu'on observe des cellules sénescentes qui se sont accumulées dans ces tissus et que les cellules qui sont encore là, qui fonctionnent beaucoup moins bien, eh bien elles sont déprogrammées. Ce qui veut dire que finalement, parmi toutes ces pathologies liées à l'âge, on observe des dénominateurs communs. Et si on cible certains de ces dénominateurs communs pour les prévenir, voire les supprimer, voire les réverser, eh bien on éradique ces pathologies liées à l'âge. Donc finalement, ça amène à l'idée que la vieillesse, ça pourrait être la mère des maladies qui aura pour conséquence toutes ces pathologies liées à l'âge et que finalement, c'est elle qu'il faut traiter. Et là, il faut aller au cœur de nos cellules pour le faire. Alors, comment envisagez-vous effectivement ce traitement ? Aujourd'hui, vous décrivez tout un paragraphe sur le sujet. Vous avez déjà une vision très très claire de la manière d'aborder ou d'anticiper ce vieillissement. Comment ça se passe ? Comment vous l'envisagez au niveau de l'être humain ? Alors, vous l'avez dit, il y a des routines de vie qui font qu'on va pouvoir probablement vieillir en meilleure santé. Aujourd'hui, on a des preuves scientifiques de ça. C'est-à-dire que quand on regarde ces marques cellulaires qu'on peut suivre avec le temps et le vieillissement, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont toutes améliorées quand on fait une activité physique ou quand on a une alimentation, une hygiène de vie qui est améliorée. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler sur le vieillissement des cellules, j'avais identifié deux de ces marques, la sénescence et la déprogrammation de notre génome. Ça, c'était en 2006. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, est-ce que finalement, la première question, est-ce que finalement on peut rajeunir des cellules ? Si on ne peut pas rajeunir des cellules, dans ce cas, on va essayer de prévenir quelque chose, prévenir leur vieillissement. Et donc, on a développé un certain nombre d'outils et on a fait des preuves de concept, parce qu'en biologie, on fait des preuves de concept pour essayer d'aller un peu plus loin. Et à l'époque, l'idée, c'était de reprogrammer des cellules. Et donc, on est parti de cellules de centenaires, de cellules sénescentes,
Et on a utilisé une technologie qui avait été identifiée par Monsieur Yamanaka, qui est un professeur japonais avec son équipe, qui a d'ailleurs été prix Nobel de physiologie et de médecine en 2012 pour sa découverte. En fait, il avait démontré que on peut partir d'une cellule d'un individu adulte et la reprogrammer pour en faire un équivalent d'une cellule souche embryonnaire. C'est-à-dire avec toutes ses capacités de s'auto-renouveler à l'infini, une cellule quasi immortelle, mais qu'on peut reguider vers tous les types cellulaires de l'organisme, c'est-à-dire les 220 types cellulaires. Donc ça ouvrait une porte énorme vers la thérapie cellulaire, parce qu'on part de la cellule d'un individu, et puis on la reprogramme et on en refait une autre cellule. On partit d'une cellule de peau, vous allez faire une cellule cardiaque, etc. Donc potentiellement corriger des pathologies qui sont liées à l'âge. Nous, ce qu'on a ajouté avec notre équipe, c'est que on a reprogrammé les cellules qui étaient de centenaires, vieillissantes et sénescentes. Et sa technologie n'avait pas fonctionné. On l'a essayé, bien sûr, mais on a développé une technologie améliorée de reprogrammation aussi, avec un certain nombre de facteurs supplémentaires. Et là, on a pu montrer qu'on était capable de rajeunir des cellules au passage en les reprogrammant. Et donc, produire finalement des cellules comme si elles étaient au premier jour de la vie. Et donc, vous imaginez qu'au-delà de faire une thérapie cellulaire avec ces cellules, ça ouvrait un champ supplémentaire d'investigation qui était, maintenant on sait que le vieillissement cellulaire est réversible. Donc, on va pouvoir éventuellement essayer de le mettre en place sur des organismes. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, on a fait ça sur des modèles animaux, des modèles de souris, où on reprogramme l'ensemble des cellules de la souris pour la rajeunir, et on peut gagner jusqu'à 30% de vie en bonne santé, sans ces fameuses pathologies qui y sont associées. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a amené, ma recherche, puis celle d'autres laboratoires qui m'ont amené à développer un certain nombre d'outils pour enrayer la vieillesse, voire faire un petit peu marche arrière. Ça, c'était la reprogrammation. Il y a encore la sénescence. La sénescence, aujourd'hui, beaucoup de laboratoires dans le monde ont trouvé des molécules pour détruire les cellules sénescentes spécifiquement. Et là, à nouveau, on gagne 30% de vie en bonne santé. Parce que effectivement, la cellule sénescente, dans les tissus, sécrète tout un ensemble de facteurs qui vont endommager les tissus. Donc, il ne faut pas les conserver. Normalement, notre système immunitaire peut les supprimer, mais avec l'âge, on n'y arrive plus. Donc, il faut les aider. Il faut mettre des petites molécules qui sont capables de le faire. On appelle ça les sénolytiques. Alors, comment le vivant, puisque vous parliez des souris tout à l'heure, comment le vivant, les animaux, les plantes ont-ils inspiré vos travaux ? Alors en fait, ce qui est assez intéressant dans la nature, c'est qu'on se rend compte que la nature a tout inventé. C'est-à-dire qu'on a dans la nature des modèles de petits animaux qui sont immortels, qui sont capables de se régénérer à l'infini, sur lesquels on ne voit pas de signe du vieillissement ou de la sénescence. Et donc c'est inspirant parce qu'on essaie d'identifier quels peuvent être ces mécanismes qui font que ces animaux peuvent vivre quasi éternellement. Donc ça permet aussi de démystifier un peu le mythe de la jeunesse éternelle, la mort de la mort, etc. En fait, finalement, les animaux, la nature l'a déjà inventé. Alors il y a plusieurs types de stratégies. Eh bien, certains animaux comme la planaire, par exemple, conservent à l'âge adulte ces fameuses cellules souches embryonnaires pluripotentes qui sont capables de tout refaire. Donc imaginez si nous gardions ces cellules à l'âge adulte. Eh bien, dès qu'on a un tissu endommagé, il peut se régénérer dans un état juvénile. Donc cet animal, c'est ce qu'il fait. On peut le couper en X morceaux et faire X animaux qui sont à nouveau formés. On a d'autres petits modèles, l'hydre par exemple, à qui on coupe la tête, qui se régénère. Même si c'est toujours des cellules souches qui sont impliquées, elle a plutôt une autre stratégie qui est renouveler sans cesse son corps avec ses cellules souches. Et elle le fait en permanence et elle peut même bourgeonner, faire de nouveaux individus, faire des clones. Et vous avez des animaux qui sont à l'identique et qui n'ont pas vieilli. On ne trouve pas de marque de vieillissement. Alors, on essaie aussi de comprendre les mécanismes cellulaires intimes chez ces animaux parce qu'ils ont une robustesse tout de même qui est différente de la nôtre. Alors, je mets à part un peu les végétaux, parce que les végétaux, c'est encore une autre stratégie. On sait par exemple que certaines plantes aquatiques, on a estimé que probablement par bourgeonnement, elles ont entre, je dirais, 20 000, peut-être 20 200 000 ans. C'est probablement les espèces les plus vieilles sur Terre. Mais voilà, elles ne vieillissent pas, elles se reproduisent à l'infini. L'immortalité finalement biologique, pour nous, c'est la reproduction aujourd'hui. Pour d'autres espèces, eh bien, c'est la reproduction par clonage ou propagation.
Alors, vous décrivez aussi dans votre livre l'expérience d'Elisabeth Parrish, PDG du laboratoire Aviva, qui s'est injectée ce que vous appelez la protéine de l'immortalité, la télomérase, pour ralentir la sénescence de ces cellules. Alors, qu'est-ce que la télomérase ? Alors en fait, on parlait tout à l'heure de ces marques cellulaires qu'on arrive à suivre. Eh bien, le télomère, c'est une petite séquence qui est à l'extrémité de nos chromosomes et qui, à chaque cycle de division, quand la cellule prolifère, eh bien, elle perd un petit morceau à cette extrémité. Et quand cette extrémité devient trop courte, eh bien, la cellule déclenche un mécanisme qu'on a décrit il y a quelques minutes, la sénescence. Et pourquoi ce télomère raccourci ? C'est parce que, en fait, il y a une enzyme, la télomérase, qui est normalement censée rallonger cette séquence à chaque cycle. Elle le fait très bien pendant le développement embryonnaire. Malheureusement, elle s'éteint et on n'a plus de cette enzyme fonctionnelle à l'âge adulte. Et donc, si effectivement on réintègre cette enzyme avec sa fonction de pouvoir rallonger, eh bien, on imagine qu'on va retarder la sénescence. Alors, ça a effectivement été fait sur des modèles animaux, au préalable, bien sûr, et on voit qu'on augmente la longévité de ces animaux en réexprimant la télomérase. Donc, Elisabeth Parrish a voulu le faire sur elle-même. Elle est CEO d'une société qui développe, avec la thérapie génique, des médecines anti-âge. Et donc, elle avait mesuré la taille de ces télomères et elle s'était rendue compte qu'ils correspondaient à des télomères d'une personne beaucoup plus âgée qu'elle, en âge chronologique. Et donc, elle a voulu trouver une solution. Et donc, elle s'est effectivement injectée. Alors, ce n'était pas un essai clinique, ça n'a probablement pas été fait dans les règles qu'on préconise pour les essais cliniques, mais en tout cas, elle a mesuré la taille de ses télomères avant, de ses télomères après, dans le sang, parce que on biopsie pas les gens un peu partout pour voir la taille des télomères, mais en fait, elle a vu qu'effectivement, après ces injections, eh bien, elle avait entre 20 et 30 ans plus jeune avec cette taille de télomère. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait rallongé ses télomères à un âge d'une personne qui aurait 20 à 30 ans de moins qu'elle. Donc finalement, elle a restauré un petit peu ce défaut qu'elle avait au niveau de la taille de ses télomères. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que, bien sûr, probablement que la personne ne va pas rajeunir, on imagine bien, mais peut-être qu'elle va retarder la sénescence de ses cellules. Et ça, il faudra attendre un certain temps pour pouvoir le vérifier. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec une prise de sang, on est capable de mesurer notre âge biologique. Oui, c'est ça. C'est assez récent, finalement. Il y a à peu près une dizaine d'années que ces analyses-là ont commencé. En fait, on sait que dans le sang, à la fois nos cellules sanguines, mais aussi les facteurs, les protéines qui circulent, sont le reflet, finalement, du vieillissement de nos organes. Et on peut trouver dans le sang des marqueurs, des protéines dont le taux corrèle avec l'âge de l'individu. Même chose au niveau de certaines marques sur nos cellules sanguines, ce qu'on appelle des marques épigénétiques, des marques de méthylation, eh bien, ça corrèle aussi avec l'âge chronologique. Sauf que pour certaines personnes, eh bien, quand on fait cette mesure, on s'aperçoit que l'âge chronologique, enfin, l'âge mesuré n'est pas exactement l'âge chronologique. Il est parfois inférieur, parfois supérieur. Et donc, ça nous permet réellement d'évaluer l'âge biologique puisque ça reflète un petit peu le vieillissement de nos tissus, de nos cellules. Et donc, ça permet d'envisager probablement une médecine préventive en se disant, eh bien, si la personne est effectivement 10 ans plus âgée que son âge chronologique, peut-être qu'il faut commencer à s'inquiéter et mettre en place une médecine préventive. Est-ce qu'il y a des manifestations physiques pour comprendre ou alors peut-être sentir que son âge biologique est supérieur à son âge chronologique ? C'est une question... Alors ça, c'est très délicat parce que on est tous différents. C'est-à-dire qu'on vieillit à des vitesses différentes. Et donc, pour un individu donné, l'accélération du vieillissement va être différente à partir d'un certain âge. Et donc, réussir à évaluer physiquement quels sont les critères à définir, c'est ce que font déjà les gériatres, je dirais. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer si on a une diminution de la force physique, si on a un changement de mobilité, si notre VO2 max, c'est-à-dire notre capacité métabolique est déficiente. Mais tout ça ne fait vraiment que refléter ce qui se passe réellement dans nos cellules. Et il faut vraiment passer à une médecine moléculaire pour essayer d'évaluer précisément comment nous vieillissons.
Alors, comment la génétique et l'environnement influencent notre longévité ? Alors la génétique, on sait que elle a une part dans la longévité, mais elle est pas énorme. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur des vrais jumeaux, sur des faux jumeaux, en comparant leur longévité. Et on arrive à calculer avec ces cohortes de personnes que la part génétique dans la longévité est d'à peu près 30%. Les 70 autres %, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler l'épigénétique, c'est-à-dire c'est le mode de vie, l'alimentation, etc. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là-dessus on peut intervenir assez facilement. Et typiquement, lorsqu'on a une alimentation particulière, on parle souvent du régime méditerranéen, eh bien on sait que il est favorable à une physiologie meilleure au niveau de l'organisme. Et donc agir sur ces paramètres, c'est peut-être la première chose qu'il faut faire avant d'envisager des traitements plus en profondeur, moléculaires et médicamenteux en tout cas. Alors, pour allonger ta vie, réduis tes repas. Vous empruntez cette expression à Benjamin Franklin pour décrire les bienfaits de la restriction calorique ou du jeûne sur la longévité. Alors, comment le jeûne ou la restriction alimentaire nous fait du bien ? Alors en fait, c'est des études qui datent, puisque c'est au début du siècle dernier que les choses ont commencé. Et on sait que sur des modèles animaux, lorsqu'on réduit l'apport calorique global, c'est-à-dire sur l'ensemble de la journée, mais aussi parfois pendant certaines périodes de la journée, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, où on reste entre 12 et 16 heures sans manger dans une journée, et qu'on le fait assez régulièrement, eh bien, on sait qu'on améliore nos fonctions physiologiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les fonctions physiologiques ? C'est que on se met dans une situation, au niveau de nos cellules, où on a un défaut en nutriments, et donc on a une réponse, c'est considéré par la cellule comme un stress, et donc on met en place des mécanismes de réponse au stress, et cette réponse au stress, elle va enclencher tout un processus qui vont permettre à la fois de nettoyer nos cellules lorsqu'elles sont un peu endommagées, en fait les maintenir dans un état qui sera plus fonctionnel. Et donc le faire régulièrement fait que petit à petit, se mettre dans une situation de stress, eh bien on va devenir un peu plus résistant au stress. Et ça, c'est une des théories qui est l'hormèse, la théorie de l'hormèse, qui fait que des petits stress réguliers eh bien, font qu'on est plus résistant au stress et qu'on enclenche un certain nombre de mécanismes cellulaires qui permettent de protéger nos cellules. Alors, quelle est la routine ? Vous dites des petits stress réguliers. Eh bien, par exemple, on parle de l'alimentation. C'est le cas. Presque tous les gens qui travaillent sur le vieillissement dans les laboratoires font du jeûne intermittent. Moi, je ne mange pas le midi, par exemple. Je suis pas le seul. J'ai des collègues au laboratoire qui ont la même démarche. Parce que finalement, sauter un repas, c'est pas très compliqué. Et puis, on sait que sur du long terme, c'est vraiment bénéfique. Donc ça fait partie des petits stress. Après, des chocs thermiques. Oui, vous savez, les Nordiques qui se mettent dans l'eau froide régulièrement, ça, typiquement, on sait, par exemple, que quand on fait ça, on met en place un certain nombre de protéines qu'on appelle ces protéines de choc thermique, mais qui font pas que traiter le choc thermique. En fait, elles sont capables de restructurer des protéines ou de maintenir l'état des protéines qui ont tendance à s'agréger, à altérer un petit peu la fonction de nos cellules. C'est le cas, par exemple, des plaques A-bêta. Quand on a Alzheimer, par exemple, c'est une agrégation de protéines. Eh bien, lorsqu'on active ces protéines de choc thermique, on va empêcher que ces protéines s'agrègent. Donc, on va maintenir un état un peu physiologique meilleur. Et puis aussi, on va stimuler un processus cellulaire qu'on appelle l'autophagie, qui permet de nettoyer nos cellules de tous les composés qui sont altérés, oxydés avec le temps. Quid des compléments alimentaires ? Vous parlez d'une expérience incluant les compléments alimentaires dans votre livre. De quels compléments alimentaires s'agit-il ? Eh bien, par exemple, on peut imaginer mettre en place une alimentation qui soit favorable, une sorte de complément alimentaire qui va permettre de mimer la restriction calorique. Par exemple, un collègue, David Sinclair, a montré qu'effectivement, lorsqu'on utilise une petite molécule, du resveratrol, qui active une voie cellulaire qui va protéger à nouveau nos cellules, eh bien, on a un bénéfice. Cette petite molécule, on trouve dans la peau du raisin, par exemple. Et puis, il y a tout un ensemble de composés phénoliques, polyphénoliques, qui vont avoir tendance aussi à avoir une capacité antioxydante, qui va permettre de maintenir un état moins dommageant pour nos cellules.
L'humanité est à un tournant de son histoire. L'homme a acquis la connaissance scientifique suffisante et développé les technologies qui vont lui permettre de contrôler sa biologie, voire de la reconstruire. Il séquence la diversité des génomes et se dirige vers une médecine personnalisée dans laquelle la cellule deviendra un médicament. Il a compris pourquoi les cellules sénescentes sont un des constituants majeurs du vieillissement et comment les éliminer. De même, la médecine régénératrice, qui vise à régénérer les parties de notre corps défaillantes en raison de leur vieillissement, est en marche grâce aux capacités exceptionnelles des cellules souches. Reprogrammer le destin d'une cellule pour effacer le vieillissement cellulaire, reconstruire un tissu, voire un organe, n'est plus seulement un rêve de scientifique. Ce livre se propose de présenter la recherche contemporaine sur la compréhension du vieillissement et les pistes qui permettront à la médecine de traiter celle-ci comme on traite une maladie. Pourquoi vieillissons-nous ? Sommes-nous programmés pour vieillir ? Est-ce un processus inéluctable ? Serons-nous en mesure de ralentir le vieillissement au point de le rendre négligeable ? Et pourquoi pas, même d'en inverser le cours ? La nature l'a-t-elle déjà fait ? Quelle stratégie a-t-elle employée et pourrait-on s'en inspirer ? La quête de l'immortalité fait partie de l'imaginaire humain depuis des siècles. Elle a animé de nombreux aventuriers de l'esprit, des savants ou des alchimistes qui passèrent leur vie entière à la recherche de l'élixir de jouvence. Science ou fantasme, ne serait-ce pas un but inavoué de la médecine qui, en soignant, n'a de cesse de repousser la mort ? En un siècle, l'homme a multiplié son espérance de vie par 2. Actuellement, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie tous les ans et on estime qu'une fille sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Allons-nous, au cours du XXIe siècle, suivre la même progression ? Jean-Marc Lemaître, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? En fait, j'ai choisi cet extrait parce que je pense qu'il reflète l'ensemble du livre. Et puis en même temps, il donne un objectif et probablement un espoir. Parce que finalement, vieillir, pour certaines personnes, tout va bien. Puis pour d'autres, on le sait bien, parce que nous vieillissons à des vitesses différentes, eh bien, certains l'appellent le naufrage de la vieillesse. Ça n'est pas forcément une période très agréable de notre vie. Donc finalement, de pouvoir se dire que aujourd'hui, la science a fait tout un ensemble de progrès qui nous permettent d'envisager à terme d'éradiquer une majeure partie de ces pathologies liées à l'âge, en traitant différemment le vieillissement. Eh bien, je pense que dans ce paragraphe, toutes les pistes finalement et tous les questionnements sont là. Et je pense que voilà, les quelques clés sont ensuite à découvrir, bien sûr, dans le livre, mais je pense que ça résume un petit peu l'ensemble de ce que j'ai voulu démontrer dans ce livre. Alors, l'élixir de jouvence que vous promettez, est-il comparable à celui de l'immortalité ? Alors, quand on dit que l'objectif, bien sûr, c'est de vieillir en bonne santé, effectivement, c'est l'objectif premier. Mais la science nous indique qu'aujourd'hui, les stratégies qui sont mises en place pour cela, finalement, vont permettre de rester jeune plus longtemps. Et c'est assez paradoxal, mais finalement, pour éradiquer ces pathologies liées à l'âge et puis augmenter la longévité en bonne santé, et là je dis bien longévité en bonne santé et pas vieillesse en bonne santé, aujourd'hui les pistes vont faire qu'on va rester jeune plus longtemps parce qu'on va maintenir l'état physiologique plus juvénile de nos tissus, voire éventuellement réverser un état de vieillissement cellulaire. Donc on va vieillir, oui, mais par une boutade dans ce livre, je dis vieillir jeune et mourir en bonne santé. Finalement, c'est un peu ça qui se dessine avec les découvertes et les objectifs actuels. Est-ce que ça signifie aussi une réversibilité des maladies qui peuvent être déjà installées ? Alors aujourd'hui, les stratégies qui sont utilisées, je pense qu'elles ne sont pas en mesure de le faire. Donc en fait, c'est vraiment une nouvelle médecine qu'il faut mettre en place, une médecine de la longévité qui justement serait plus sur de la prévention. Parce qu'il faut qu'on prévienne le vieillissement de nos cellules. Mais pour ça, et c'est un peu l'objet de ce livre, c'est qu'il faut qu'on arrive à considérer que la vieillesse peut être une maladie et qu'il faut la traiter. Et ça, actuellement, on a une médecine de spécialité en France qui est excellente et qu'il faut continuer et qui traite les maladies les unes après les autres parce qu'effectivement, il y a des gens malades. Mais il faut mettre en parallèle une deuxième médecine, je pense, plus prédictive et de prévention
parce qu'il est temps de le faire. On sait que la population vieillit. En fait, on augmente effectivement cette longévité, mais pas forcément en bonne santé. Et qu'il faut prendre la mesure de ça dès maintenant, parce que faire de la prévention, ça nécessite d'envisager de traiter peut-être des personnes pendant une dizaine d'années. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est-à-dire, si on veut donner quelques chiffres, on a 27 000 centenaires en France. En 2050, on devrait être à 150, 200 000 centenaires peut-être. Et si on regarde une pathologie comme les démences type Alzheimer, aujourd'hui, on est à 900 000 à peu près en France. En 2050, on sera à 2,1 millions en moyenne. Donc, ce qui veut dire que c'est maintenant qu'il faut anticiper tout cela. Et les stratégies qui sont proposées, aussi bien détruire les cellules sénescentes que reprogrammer, eh bien, vont permettre de traiter l'ensemble des pathologies en même temps, puisque ce sont des dénominateurs communs. Donc, c'est maintenant qu'il faut envisager tout ça et mettre les développements qu'il faut. Pourquoi faites-vous ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours été intéressé par le vieillissement. Je travaillais dans un autre domaine. Je travaillais sur le développement de l'embryon. Donc, vous voyez qu'il y a une connexion. Finalement, je me suis rendu compte que les mécanismes du développement, eh bien, c'était ceux qui étaient altérés dans le vieillissement. Et aujourd'hui, si je fais ça, c'est parce que, en fait, c'est une continuité. Quand j'ai démarré mon équipe en 2006, avec un soutien de l'INSERM, j'avais identifié ces deux pistes, la sénescence et la reprogrammation. Et je n'ai eu de cesse que de continuer à approfondir ces domaines, aussi bien au niveau de la cellule, mais aussi ensuite au niveau de modèles animaux. Et maintenant, il faut passer chez l'homme. Donc c'est un cheminement finalement du chercheur qui peut-être veut pas uniquement se satisfaire intellectuellement en se posant des questions, en y répondant, mais aussi faire que sa recherche aboutisse finalement pour le bien de tous. Parce que si on peut un jour vivre jusqu'à 120 ans comme l'a fait Madame Calment en bonne santé, voilà, j'aurais atteint mon objectif. Mieux que Madame Calment. Oui, si oui. Alors, quels obstacles rencontrez-vous aujourd'hui dans l'exercice de votre pratique Alors, en fait, aujourd'hui, on pêche, bien sûr, par manque de financement dans la recherche. On est sur des financements qui sont maintenant un peu plus dédiés à l'innovation, mais il faut pas oublier la recherche fondamentale, parce que finalement, c'est de la recherche fondamentale que naît l'innovation. Et souvent, les nouvelles pistes, eh bien, elles sont dans les startups et autres, mais une fois que la recherche académique fondamentale a fait des nouveaux progrès, c'est-à-dire que notre métier, c'est d'explorer un petit peu les limites de la connaissance, pour essayer même d'aller au-delà. Et donc, ça, les laboratoires, les startups le font peu. Donc, souvent, on pêche au niveau de la recherche académique en financement. On n'a pas assez de financement pour travailler. La recherche, c'est un domaine qui coûte assez cher. Quand vous travaillez sur les cellules souches, vous voyez, c'est des domaines où les milieux coûtent cher. Voilà, tout ça fait qu'on est très vite limité dans ce qu'on pourrait faire dans les laboratoires. Et c'est bien dommage. Est-ce que ces limites, vous les rencontrez aujourd'hui dans la quête du vieillissement aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a une conscience qui a été installée en France par rapport au vieillissement, par l'intermédiaire de collègues qui ont essayé de coordonner des projets en France sur le vieillissement avec les équipes qui travaillent dans ce domaine. Mais malgré tout, on est encore sur... il y a quelques années, c'était très difficile de trouver des financements pour travailler sur le vieillissement, parce que il fallait travailler sur une pathologie. Parce qu'effectivement, on avait l'impression que l'objectif et l'innovation étaient là pour aller directement chez le patient. Et puis, vous voyez, paradoxalement, on se rend compte que finalement, si on remonte un petit peu et qu'on regarde le cœur de ces pathologies, finalement, c'est le vieillissement qu'il faut traiter. Et il faut de la recherche fondamentale pour mieux comprendre tout ça. Donc, vous voyez, le fait de vouloir trop diriger la recherche, eh bien, fait que cette exploration qui est nécessaire, eh bien, elle est un petit peu trop stérilisée, je dirais. Et donc, il faut garder cette liberté de recherche et la financer grandement pour que, justement, les futures innovations puissent se faire. En quoi croyez-vous ? En la science. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? L'enfance. L'enfance, à la fois, m'inspire et m'émeut.
J'ai la chance d'avoir 2 petits-enfants maintenant. Et donc, c'est un bonheur de tous les jours. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Pas grand-chose, je dirais. Peut-être ce qui se passe en ce moment, un petit peu partout dans le monde, m'effraie, parce que je me dis que c'est tellement dommage, qu'il y a tellement de raisons de vivre en bonne entente. Voilà, c'est une perte de temps, une perte de bons moments à passer. La vie est courte. Et c'est tellement un bonheur chaque matin quand on se réveille d'être vivant que voilà, la guerre en ce moment, je trouve ça tellement absurde. Qu'est-ce qui vous indigne ? Ça aussi, typiquement, d'être capable encore aujourd'hui, d'envahir un pays. Bon, voilà. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Mon optimisme. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ? Je suis vivant. Eh bien, merci, Jean-Marc. Merci à vous. De tout temps, l'homme a cherché un ailleurs ou un meilleur à atteindre et à conquérir. Avec les progrès scientifiques, le monde a été parcouru tout d'abord par les voies maritimes, puis par les airs avec l'aviation et enfin, l'espace est devenu un territoire de conquête. Dans le même temps, l'espérance de vie, elle, est passée de 45 ans en 1900 à 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes aujourd'hui. Et les travaux du chercheur Jean-Marc Lemaître confirment que la courbe ne fléchira pas. Vieillir sans craindre la maladie, les douleurs chroniques, les ordonnances qui s'allongent avec l'âge. Vieillir sans craindre la détresse et la solitude qui accompagnent ces souffrances. Profiter d'un traitement préventif sur mesure nous permettant de gagner 30% d'espérance de vie en bonne santé. Y a-t-il, à l'heure actuelle, un plus beau cadeau à nous faire ? Sans compter les défis politiques et sociaux qui vont se poser, souhaitons juste que ces années de jeunesse supplémentaires offertes nous aideront aussi à apprendre à ajouter de la vie à ces années. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyouu.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.